creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless, eating machine. It will attack. No, because he'll be so energetic. He'll be screaming and yelling, "It's a great white, it's a great white." Sorti en 1975, Jaws, Les Dents de la Mer, est un film américain réalisé par Steven Spielberg qui n'a alors que 27 ans. Ce n'est que son second long métrage après Sugarland Express sorti l'année précédente, mais il impose déjà le réalisateur comme une pointure. La production de Jaws est légendaire. Spielberg décide de tourner en pleine mer, ce qui n'a presque jamais été fait auparavant, plutôt que dans des bassins ou des plateaux. Si on ajoute à ça un requin mécanique notoirement capricieux, surnommé Bruce par Spielberg et par l'équipe, vous obtenez un tournage qui dépasse très largement le budget et le planning prévu. Spielberg lui-même a raconté qu'à un moment il pensait que sa carrière était terminée, convaincu qu'il ne serait plus jamais engagé comme réalisateur à Hollywood à cause de ses retards et de ses difficultés. Et pourtant, Jaws devient une leçon de mise en scène. Lorsque le film sort le 20 juin 1975, ce n'est pas une sortie classique. Universal Pictures lance le film simultanément dans plus de 400 salles à travers les États-Unis, avec une campagne de publicité massive. Il faut dire que le studio croit beaucoup au film. Richard Zanuck et David Brown ont acheté les droits du roman de Peter Benchley avant même sa sortie en 1974. En quelques semaines, le film atteint des chiffres records, devient le premier film à dépasser 100 millions de dollars de recettes, et bat tous les records précédemment établis, comme pour Le Parrain ou L'Exorciste. Il ne sera détrôné 2 ans plus tard que par Star Wars. Ce succès phénoménal fait de Jaws le prototype du blockbuster. Mais Jaws n'est pas qu'un succès commercial. C'est un film réputé pour sa maîtrise technique et narrative. Sa musique composée par John Williams est devenue une des lignes sonores les plus reconnaissables du cinéma. Sa capacité à instiller la peur avant même de montrer le requin est encore étudiée comme un modèle de suspense. Et bien que certains critiques modernes discutent encore de sa place dans l'histoire, presque tous s'accordent sur une chose. Jaws a montré que le cinéma populaire pouvait être à la fois une expérience massive et un art exigeant. La base du cinéma de la nouvelle vague américaine en somme, de Spielberg à Lucas, Coppola, Scorsese ou John Milius. À Amity Island, petite île balnéaire américaine, une fête de jeunes se termine par un drame. Une jeune femme partie nager de nuit est violemment attaquée, puis le calme revient, comme si rien ne s'était passé. Le chef de la police, Martin Brody, récemment arrivé de New York, suspecte vite qu'il s'agit d'un requin. Mais les autorités locales refusent d'alerter la population. La saison touristique commence, la fête nationale approche, et fermer les plages serait un désastre économique. Quelques jours plus tard, un garçon est tué sous les yeux des vacanciers. Cette fois, le danger ne peut plus être nié. Brody fait appel à un océanographe, Matt Hooper, qui confirme la présence d'un grand requin blanc. Pourtant, le maire retarde encore les décisions, espérant sauver le week-end du 4 juillet. Quand une nouvelle attaque survient, il n'y a plus d'alternative. Un vieux pêcheur nommé Quint est engagé pour chasser l'animal. Brody et Hooper embarquent avec lui. Le film bascule alors en mer. 3 hommes, un bateau et un prédateur invisible. Au fil de la traque, les tensions montent jusqu'à l'affrontement final où Brody, pourtant terrifié par l'océan, devra affronter seul le requin. Jaws raconte autant la lutte contre une menace extérieure que le parcours intérieur d'un homme forcé d'affronter ce qu'il redoute le plus. La tension du film progresse ainsi du déni collectif vers une peur de plus en plus intime et intense, jusqu'aux séquences que nous allons analyser. Le film commence presque comme un slasher movie. Une fête, une jeune femme isolée, une attaque brutale. Mais il change très vite de nature. Les pêcheurs sur le ponton, le corps retrouvé dans l'épave montrent la puissance du requin et annonce déjà l'ampleur du danger.
Le véritable basculement arrive avec la mort du petit Alex. Le cinéma américain, on le sait, évite généralement de tuer des enfants et des animaux de compagnie parce que l'impact émotionnel est immense pour les spectateurs. Et il est souvent difficile scénaristiquement de ne pas donner l'impression d'une mort gratuite pour choquer. Spielberg fait pourtant les deux. Ce choix a plusieurs effets. Il rappelle d'abord que le requin n'a aucune morale humaine. Tout le monde peut être victime. Il reste un animal sauvage. Il montre aussi les limites de Brody. Malgré sa vigilance, il ne peut ni protéger la plage ni imposer ses décisions. Son autorité ne suffit pas à garantir la sécurité. À ce stade, on pense que le film a atteint un sommet émotionnel. Quoi de plus terrible que la mort d'un enfant et d'un chien ? Mais justement, nous arrivons à la moitié du film et le spectateur sent qu'une nouvelle étape arrive et que la menace va se rapprocher encore. Chief Brody? Yes? La mort d'Alex devient ainsi un déclencheur dramatique majeur. Elle nourrit la culpabilité de Brody même lorsque les plages semblent désormais sous haute surveillance et donnent l'impression d'un contrôle pourtant illusoire. Et c'est le moment que choisit Spielberg pour retourner totalement le film. Est-ce que nous en savons ? You knew there was a shark out there. You knew it was dangerous. But you let people go swimming anyway. You knew all those things. Au moment où la scène commence, tous les protagonistes et les enjeux sont en place. Nous connaissons déjà l'influence du maire Vaughn, le soutien partagé entre Brody et Hopper, et Quint est entré en scène. De fait, en tant que spectateurs, nous avons déjà défini la place de chaque personnage. Plus encore, nous avons compris que le requin reste un animal sauvage, et il n'y a pas véritablement de ressentiment contre lui, mais bien contre la politique de l'île qui est responsable des morts. La séquence s'ouvre sur un journaliste qui s'adresse directement à nous. Ce plan remplit plusieurs fonctions. Il nous informe sur l'enjeu immédiat. Il nous fait aussi découvrir le monde qui est sur la plage et la manière dont l'information officielle circule. En tant que spectateur, nous savons que quelque chose va arriver. Les scènes précédentes ont déjà installé cette inquiétude. Mais notre regard se fixe surtout sur le maire Vaughn, inquiet de voir du monde, mais personne dans l'eau. Oh, hi, Larry. Why aren't you in the water? I just put some suntan lotion on, and I'm trying to absorb some of this Nobody's sun. going in. Please, get in the water. Le déni du danger par Vaughn, ou sa volonté de le minimiser pour des raisons politiques, ne faiblit pas, même après la mort du petit Alex Kintner. Les premiers vacanciers qui entrent dans l'eau donnent le signal. L'entrée en scène de Brody, qui demande à son fils d'aller plutôt naviguer dans l'estuaire, montre à la fois son inquiétude et son absence totale d'autorité politique. Encore une fois, la seule réponse possible reste la surveillance. Et la seule personne qu'il peut vraiment tenter de protéger, c'est son propre fils. Pond's for old ladies. I know it's for the old ladies, but just do it for the old man, huh? Please? All right. Thanks. Le design sonore est ici d'une grande précision. Au début, les sons de la plage, de la mer et des bateaux de surveillance coexistent de manière équilibrée, comme si l'humain maîtrisait encore son environnement. Puis peu à peu, les ambiances se dissocient et un nouveau rythme apparaît.
Nous arrivons alors à un schéma que le film nous a appris à reconnaître, le calme relatif et une vue sous-marine qui fait déjà monter la tension. Daisy? Daisy? This is Hendrix. Anything? Thought I saw a shadow, over. Hendrix, this is Daisy. I'm over the line. I don't see anything. False alarm. Must be this glare. I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers. But as you see, it's a beautiful day, the beaches are open, and people are having a wonderful time. Amity, as you know, means friendship. Le premier plan de l'aileron est discret, sur un côté du cadre, derrière les personnages. Puis Spielberg fait écho à notre propre angoisse à travers une série de plans de réaction où les personnages regardent directement vers la caméra. Hey! Jesus Christ, Sven, Shark 350! Red one, red one. Martin, get your people out of the water as quick as No whistles, no whistles! Quand l'alerte est donnée, le chaos et la violence ne viennent pas du requin, mais de la panique humaine. Et lorsqu'on croit enfin voir le requin, ce n'est qu'un canular. Le calme revient, le silence aussi. Petite ironie, au vu de l'arsenal des pêcheurs autour de la plage, ces deux enfants ont eu beaucoup de chance de ne pas être blessés. Ici, Spielberg nous a préparé une attaque en reprenant tous les codes installés depuis le début du film. Bruit, chaos, plan sous-marin, pour mieux nous tromper. Quand la tension retombe, le spectateur est soulagé à l'instar du personnage principal. La vraie attaque surgit alors de ce silence, sans avertissement, sans plan subjectif du requin. Seule la musique monte doucement. Les deux notes qui symbolisent les battements de cœur n'accompagnent plus la victime, mais Brody. Le plan suivant montre le requin dans l'estuaire, presque silencieux. Notre père ne vient plus de l'inconnu, mais de l'empathie construite autour du personnage et de sa famille. Hey, fellas! Fellas! All in this sheet! Make it fast! Hey, you guys! You guys okay over there? En changeant notre rapport au danger, Spielberg change aussi sa mise en scène. Et pour la première fois, le requin apparaît clairement. Il est immense. La terreur de Michael et celle du spectateur, témoin impuissant dont le rapport de taille avec le requin rappelle celui du spectateur face à l'écran. Après l'attaque, le point de vue revient vers la rive. Plan de réaction, plan de coupe, et surtout, l'arrivée de Brody et d'Hélène.
À noter, c'est la première fois que Brody entre dans l'eau pour sauver son fils. He's dead. No, he's not. He's in shock. La musique qui conclut la scène et le regard de Brody marquent une rupture. Le ton change, le rythme change, et l'objectif du personnage avec. Le plan sur l'ouverture de l'estuaire agit comme une fenêtre dans le cadre. À partir de maintenant, les personnages ne resteront plus passifs sur une île qu'ils croyaient sûre. La lutte aura lieu en mer, face aux requins, face à un élément naturel, imprévisible, et pour Brody, face à sa propre peur. Comme le dit Hooper un peu plus tôt, si c'est un requin que nous cherchons, ce n'est pas sur Terre que nous le trouverons. You heard him. Slow ahead. Slow ahead. I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit. En observant ces scènes, on comprend que l'attention au cinéma ne vient pas seulement de ce qui arrive, mais de la manière dont chaque élément prépare le prochain. La fausse alerte et l'attaque de l'estuaire utilisent des formes visuelles distinctes. La première reste sur ce que nous croyons savoir depuis le début du film, la musique, les plans sous-marins. La scène de l'estuaire, elle, met tout à mal. Plus de sécurité ni de confort. Tout le monde jusqu'au héros est directement menacé. Et les protagonistes ne peuvent plus rester passifs. What are you talking about? Larry, the summer is over. You're the mayor of Shark City. These people think you want the beaches open. Cette scène transforme l'angoisse en réalité dramatique. Cette fois, nous avons vu le requin. Dès lors, la dynamique du film doit changer. La seconde partie le fait avec brio. L'horreur passe à une sorte d'aventure en huis clos où les proies se transforment en chasseurs. C'est là que le cinéma devient un langage précis. Un plan n'est pas seulement une valeur esthétique, il agit sur notre perception, sur notre attente, sur notre émotion. Dans Jaws, Spielberg ne montre presque jamais le requin au début du film. Il montre surtout des regards, des surfaces, des absences. La peur naît de ce qui pourrait être là. La peur naît de l'inconnu. Et lorsque le danger surgit enfin, il est d'autant plus fort que notre imagination a travaillé avant l'image et le son. Comprendre cette mécanique, c'est comprendre que chaque plan a une fonction et que la mise en scène est une construction progressive et non une accumulation d'effets. Dans le prochain épisode de Focus, nous quitterons l'analyse d'une séquence pour revenir aux outils. Après avoir vu comment un film construit attention, nous allons explorer un autre élément fondamental du langage cinématographique. La manière dont les plans s'enchaînent pour créer du rythme, du sens et de la continuité. Autrement dit, comment le montage organise la pensée du spectateur. À très bientôt sur Focus. Well, and do you fetch Spanish lady?